Bienvenue à tous sur Médiane TV. Aujourd'hui, nous nous intéressons à notre alimentation pendant le mois de Ramadan. Alors, entre ce qui est culturel, traditionnel et ce qui est plutôt conseillé par les spécialistes, nous allons voir ensemble comment composer nos repas. Et c'est avec vous, Dr Karim Louali. Vous êtes médecin nutritionniste. Comment ça va, docteur? Ramadan Karim. Ramadan Karim, à vous et à nos chers téléspectateurs. Alors, dites-nous, docteur, la rupture du jeûne, déjà pour commencer, liquide ou solide? Plutôt liquide parce qu'il faut réhydrater le corps puisqu'il a jeûné toute la journée. Eh bien, on commence d'abord par l'eau, il n'y a pas mieux pour hydrater le corps. Ensuite, par quelque chose de sucré parce qu'il faut augmenter la glycémie. Et là, les dattes, c'est le meilleur allié. Il faut que ces dattes soient riches en fructose et donc non en saccharose. Eh bien, en fonction de la race de ces dattes, il y en a qui sont plus riches en fructose que d'autres. Donc, une date, mjhoula parce qu'elle est plus grande, 3 dattes de taille normale. Donc, c'est idéal pour augmenter la glycémie. D'accord. Alors, par rapport à l'hydratation, on va s'intéresser un petit peu à l'hydratation. Donc, vous dites l'eau. Certaines personnes préfèrent commencer par le lait, d'autres préfèrent les jus. Est-ce qu'il y a des recommandations scientifiques particulières par rapport à cela, déjà? Bien entendu, le lait contient du lactose qui est indigeste et donc vraiment, ce n'est pas la meilleure boisson qu'on puisse prendre pour rompre le jeûne. Ça va nous donner une flatulence, ça va empêcher l'estomac de manger par la suite. En ce qui concerne les jus, il n'y a pas de problème vu que ce sont des liquides. Par contre, ce qui est important, c'est que les jus contiennent beaucoup de sucre parce que quand on boit les jus, il n'y a plus de vitamines et de minéraux dedans, à moins que l'on fasse dans un extracteur. Et puis, on fait évaporer les fibres, et donc ça devient que des sucres rapides. Et donc, pour moi, l'idéal serait de commencer avec un verre d'eau suivi de 3 dattes. Alors, docteur Karim Louali, justement, après l'hydratation, on passe, j'imagine, maintenant à l'alimentation. Est-ce que dans la tradition, justement, marocaine et dans beaucoup d'autres pays, c'est soupe, que ce soit harira, soupe ou autre soupe. Est-ce que, on va dire, dans les principes de la nutrition, c'est un schéma qui convient? Bien sûr qu'il convient, sauf qu'il faut marquer une pause entre le moment de rupture et le moment où on va manger. Donc, on commence d'abord par la rupture, on va faire notre prière, on attend 10 à 15 minutes, et ensuite, on va prendre ce qu'on doit manger. Bien sûr, une shorba, une soupe au flocon d'avoine, une harira, une soupe chinoise, tout ça fait partie de notre culture aujourd'hui. On va diversifier les saveurs et les goûts, sauf qu'il faut la préparer sainement. Donc, si on prend une harira par exemple, il faut absolument éviter de la préparer avec de la farine. Ça alourdit la soupe, ça donne des flatulences et de la maldigestion. Il faut plutôt la tourner avec de la pomme de terre et de la carotte pour qu'elle reste plus light. Pareil, quand on va faire une soupe chinoise par exemple, on va mettre peu de vermicelle, mais on va plutôt mettre beaucoup de légumes râpés. On va avoir qu'elle soit le plus aqueuse possible, on fera des fruits de mer par exemple, et donc elle sera plus légère, plus facile à digérer avec des légumes à l'intérieur. D'accord. Donc en fait, pour la rupture du jeûne, si je comprends bien, vraiment miser sur l'hydratation, aller le plus simple possible. Date, oui, aller sur de l'eau de préférence. Ensuite, pour tout ce qui est soupe, quelques instants après la rupture, et dans ces soupes, miser au maximum sur les végétaux plutôt que sur les protéines animales ou les féculents. C'est bien ça? Effectivement, parce qu'il serait plus intéressant de rompre le jeûne et de manger par la suite, ou bien juste de rompre le jeûne et prendre un petit bol de soupe aux légumes, d'une harira mais faite d'une manière très légère, très light, et puis de garder le repas principal par la suite pour dîner. Par contre, il y a d'autres personnes qui aiment dîner dans le premier repas. En ce moment-là, on leur dit tout simplement de prendre de l'eau, prendre des dattes, ne rien manger, attendre 15 à 20 minutes, et puis de dîner directement. Parce que je préfère de loin que ces gens prennent de l'alimentation avec des valeurs micronutritionnelles, c'est-à-dire qu'ils prennent des légumes, qu'ils prennent de la viande blanche, des choses comme ça, que se goinfrer de choses sucrées, de choses farineuses, qui n'ont aucune valeur micronutritionnelle, qui donnent des flatulences et qui finissent par donner des maldigestions. Ok, alors justement, vous abordez ce point, cette grande tendance actuellement de ces petits salés et autres sur la table du ftour. Le médecin que vous êtes en pense quoi, docteur Ouali?
Écoutez, moi j'en mets pas dans ma table personnellement. Par contre, je donne à mes patients des astuces toutes simples. On va utiliser toujours de la farine d'avoine, on va utiliser de la farine de blé, et donc on va faire nos pâtes de pizza avec de la farine de blé, de la farine d'avoine. On va utiliser de la feuille de riz pour faire nos nems, nos pastillas, et on va plutôt les mettre au four au lieu de les mettre, au lieu de les frire, par exemple. Et puis moi je dis toujours à mes patients, gardez ces choses-là qui contiennent du blé, gardez-les plutôt au suhoor, parce que c'est au moment du suhoor, on a besoin de sucre lent, on a besoin d'énergie pour tenir le coup. Mais plutôt, au niveau du ftour, il faut rester léger pour pouvoir dîner par la suite. Et donc, il ne faut pas prendre des choses qui sont très difficiles à digérer, et notamment tout ce qui est frit dans l'huile. C'est le plus dur à digérer parce que quelque chose qui est frit prend 6 heures pour qu'elle soit digérée. Alors justement, en parlant de friture, aujourd'hui, on assiste à une grande tendance des shebekia, des slow, etc. Mais de façon plus light, plus diète. Au lieu de de frire la shebekia dans l'huile, elles sont cuites au four. Le slow n'est pas mélangé avec aucune matière grasse, mais à base de sa propre matière grasse. Vous en pensez quoi, docteur? Est-ce que c'est vraiment efficace ou ça reste plutôt une forme de marketing? De circonstances. Bien sûr que c'est efficace, bien sûr que c'est efficace. Bien sûr, parce qu'un slow, si on utilise de la farine de carreau ou on utilise de la farine d'avoine, au lieu d'utiliser de la farine blanche, on a enlevé les sucres rapides. Si les amandes, une fois qu'on les a fait bouillir et qu'on a enlevé la peau, au lieu de les frire, on va les mettre plutôt au four, pareil pour zinjlan, pareil pour le sésame, plutôt au four, et ben, en mélangeant le tout, en broyant par exemple les amandes, on va obtenir de l'huile, et en mélangeant le tout, et ben, on aura les mêmes saveurs, les mêmes textures que l'eau. Il suffit d'utiliser une ration de farine d'avoine ou de carreau pour 2 rations de condiments, et puis tout ce qui est sésame, tout ce qui est anis, tout ce qui est amande. En fait, on utilise en 2 manières. Il y a une partie qu'on va bien broyer, puis une partie qu'on va broyer à moitié pour avoir différentes textures dans la bouche. Et ben, on finit par avoir éthiquement un slow qui est diététique, qui est sain. On peut mettre un peu de miel si on veut avoir un petit goût sucré. Quand on utilise la farine de carob, on n'a pas besoin, c'est sucré. Et bien pareil pour la shebekia, puisque les ingrédients sont sains. Et bien entendu, quand on la met au four, et ben, on va enlever la friture qui la rend indigeste. Et ben, pareil aussi pour le msemen, les mitrou, le brir, etc. Il faut savoir que si on peut utiliser de la farine d'avoine, ça donne de très très bons résultats. On peut faire des crêpes, des pancakes avec la farine d'avoine, œufs, et on va utiliser des compotes de fruits au lieu d'utiliser du sucre. Et on a des pancakes aromatisés qui sont très bons, qui sont sains. Donc, on peut parfaitement faire les raïfs au four. On peut, au lieu de mettre des choses grasses dedans, comme le lait et l'huile, on peut mettre des légumes, on peut mettre des choses dedans, des olives, et c'est aussi bon, et c'est cuit au four, et c'est ça. Donc, vous dites pas aux patients, aux gens qui nous regardent, ne mangez pas ces choses-là, mais mangez-les, ou plutôt préparez-les différemment. C'est ça? Oui, effectivement. Et puis, on a même créé une certaine dynamique, un groupe entre patientes qui échangent énormément. Il y a eu une effervescence ces derniers temps, ça marche très très bien. Et il y a un échange incroyable de recettes entre ces patientes. Et donc, et chacune teste chez elle, tente des choses et poste des photos. Et je trouve cette dynamique super intéressante. Et puis oui, pourquoi pas. Nous, on ne les prive pas. On leur apprend à mieux préparer les choses, à se faire plaisir sans que ça se voit sur la ligne et sans que ça n'affecte la digestion. Et bien entendu, moi j'ai toujours dit, des batbout au blé complet, des msemen au blé complet, c'est un bon allié du slow, c'est un bon allié au suhoor, parce que c'est en ce moment-là que j'ai besoin de sucre lent. Je préfère plutôt garder les choses légères, les brochettes de poisson, les crevettes, de la pastilla très légère avec une fine feuille de riz, de la soupe, de la shorba. Je préfère les garder plutôt au repas du ftour pour rester léger, pour pouvoir bouger le soir, pour ne pas avoir de maldigestion, et puis de garder les sucres lents, les choses qui sont consistantes au ftour pour bien tenir le coup la journée. Alors, la rupture du jeûne est aux alentours de 19 h, un peu plus, et le suhoor aux alentours de 4 h du matin, aux alentours, voilà, 4 h 15, et au fur et à mesure, ça va bouger. Est-ce que ça laisse beaucoup de temps pour 3 repas? Ou, franchement, pour vous, en tant que spécialiste, on devrait se contenter de 2 repas. Celui de ftour et celui du suhoor.
Oui, idéalement, moi, personnellement, je fais 2 repas chez moi à la maison, hein. Et puis, pour mes patientes, je leur propose les 2 schémas. Comme ça, elles ne se sentent pas obligées de suivre l'un ou l'autre. Alors, si on veut faire 3 schémas, c'est-à-dire si on veut dîner, il faut comprendre qu'il faut juste rompre le jeûne. En ce moment-là, un verre d'eau, des dattes, un petit bol de soupe et on arrête. Ben, Mm. forcément, 2 heures après, on a faim et là, on peut se permettre de la viande blanche, de la salade, des légumes. Moi, je leur préconise de ne pas prendre de féculents, c'est-à-dire de ne pas prendre de pain ou de riz, et pour qu'ils ne soient pas rassasiés, pour qu'ils puissent prendre leur sport correctement. Sinon, l'idéal serait de faire un ftor dîner, et là, c'est plus pratique, hein, même pour quand on a des enfants à bas âge à la maison, parce qu'ils vont dîner à table avec les parents. Et donc, verre d'eau, quelques dattes, souffler pendant 20 à 30 minutes. Alors, les gens disent, en jeûne, c'est difficile. Moi, je leur dis toujours, préparez la table quand il y a l'appel à la prière. Donc, on entend l'Allahu Akbar, on va prendre de l'eau et des dattes, et puis on va s'atteler à préparer la table, on va oublier hein, qu'on a faim, etc. Le temps que tout soit mis en place, eh ben, les 20-30 minutes sont passées. En ce moment-là, on peut se permettre des brochettes de poisson, de poulet, de la salade, un petit tagine. On va piquer à la fourchette. On peut se faire plaisir de temps en temps avec une petite pastilla, avec des rouleaux de printemps, mais on va les faire au four, bien entendu. Et puis, ça nous laisse le temps de boire des liquides, de boire des thés, des infusions, de bien s'hydrater durant la soirée. Et au moment du sport, on va avoir un repas complet, comme les petits déjeuners habituels. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait absolument 3 choses. Un fruit, il faut faire le plein de vitamines et de minéraux. Il faut avoir de la protéine, qui peut être un yaourt sans matière grasse, sans sucre plutôt, ou bien un œuf poché, ou bien du fromage blanc, des choses comme ça. Et puis, il faut avoir un féculent. Et là, ça peut être une soie au flocon d'avoine, ça peut être du pain, ça peut être du selau, et ça peut être une brera faite avec du blé complet, ça peut être une tebeta mamra. Et donc, en ce moment-là, on aura fait un petit déjeuner anglais avec des protéines qui nous permettra de tenir le coup de la longue journée de jeûne. Alors, vous, en tant que médecin, qu'est-ce qui, au-delà de la ligne, hein, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, vous, en tant que médecin nutritionniste, on va dire, vous ratissez large. Ce n'est pas uniquement pour la ligne, mais vous traitez aussi des patients que l'alimentation a rendu malades, justement. Qu'est-ce qui, dans ces pratiques liées aux mauvaises pratiques, on va dire, du ramadan, qui vous effare? Oui, parce qu'il y a 2 sortes de patients qui doivent faire attention et dont les mauvaises pratiques peuvent causer des problèmes. D'abord, il y a des gens qui ont des maladies métaboliques, hein, les hypertendus et les diabétiques et les dyslipidémiques. Eh bien, forcément qu'un excès de sucre, un excès de friture crée des problèmes énormes. On peut avoir des déséquilibres de tension, des augmentations des taux de cholestérol dans le sang et puis des déséquilibres de diabète, c'est ce qui est très très grave. Par contre, on a aussi un autre type de patients qui ont des troubles digestifs, qui ont des problèmes digestifs énormes, qui ont des gastralgies, qui ont des colopathies fonctionnelles. Et ceux-là aussi, il faut faire attention. Parce que quand un estomac jeûne toute la journée et qu'en un seul repas, on se retrouve à manger des quantités incroyables, parce qu'aujourd'hui, en plus, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est ce confinement le soir. Et donc, les gens, ils vont avoir tendance à rester devant la télévision et la table ne va pas se vider durant toute la soirée. Et donc, manger une quantité incroyable de repas après une longue journée de jeûne qui va forcément donner des troubles digestifs, des problèmes d'estomac, des problèmes de constipation. Et donc, le sucré avec la mauvaise matière grasse, c'est-à-dire avec la friture, ça ne fait pas vraiment bon ménage pour la digestion. Parfait. Message passé, j'espère, justement. On va revenir aux fruits secs. Ils sont aussi très utilisés pendant le mois du Ramadan. Donc, on a parlé des dattes tout à l'heure, mais il y a aussi les amandes, les noix, les raisins secs, je vais y arriver. On a aussi les figues, on a tout ça. Les noix de cajou, exactement. Alors, les tables marocaines débordent de ces éléments, de ces aliments pendant le mois de Ramadan. Est-ce que quand même si c'est bon pour la santé, même s'ils ne sont pas frits, même si on va dire ils sont sans sel, attention, ça reste quand même des aliments à fort indice glycémique, assez riches en matière grasse aussi, même si cette matière grasse est bonne, mais l'excès n'est pas bon. Est-ce qu'on peut passer un message par rapport à ça?
Et effectivement, alors il faut faire la part des choses entre les fruits séchés et les fruits gras. Donc les gens, ils ont tendance à tout mélanger dans une poignée. Donc quand on parle de dattes, de raisins secs et de figues sèches, en fait, c'est des fruits séchés. Très, très grand index glycémique, effectivement. Et idéalement, c'est de les prendre dans la rupture de jeûne parce qu'on a besoin de faire ce petit coup de pouce au niveau de la glycémie. Par contre, les fruits gras, qui sont les noix de cajou, qui sont les pistaches, qui sont les amandes, il ne faut pas les griller, bien sûr, il ne faut pas les frire, il faut les griller. Et puis, il faut les prendre non salés. Et là, ils contiennent de la bonne matière végétale et ils sont très riches en micronutriments, en vitamines, oui. C'est une très bonne collation, mais bien entendu, on dit toujours qu'une poignée suffit. Et donc, bien entendu, à 10h, à 11h du soir, si on a un petit creux, on peut prendre une poignée sans problème, ou bien on peut prendre une petite collation de fruits sans problème, c'est idéal à faire. Mais il faut toujours rester dans la modération, parce que ces fruits gras, même si c'est de la bonne matière grasse, c'est 9 calories par gramme. Et en excès, ils peuvent donner des problèmes de poids ou bien des maldigestions parce que c'est de la matière grasse. Pareil pour les fruits séchés, c'est-à-dire ils sont à haut index glycémique, c'est-à-dire ils peuvent nous donner des pics de glycémie si on en exagère. Alors, en fait, il faut aussi peut-être passer ce message, docteur Karim Louali. J'ai entendu plusieurs spécialistes insister sur ce point. Les repas du soir ne sont pas là pour stocker pour le lendemain, pour ne pas avoir faim ou pour compenser de la journée. C'est bien ça. Ça vous fait sourire? Oui, effectivement. Oui, ça me fait sourire parce que plus on mange, plus on a faim, plus l'estomac digère rapidement. Moins on met de la nourriture dans l'estomac, plus il prend son temps pour digérer et plus on va lutter contre le jeûne. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le repas du soir, que la majorité ne font pas, parce que c'est le repas où je dois avoir des sucres lents, de la protéine qui vont me permettre de bien démarrer ma journée. Et puis, un deuxième point qui est important, c'est être actif. Donc, c'est très, très important parce que les études l'ont prouvé, plus je suis actif, plus je mobilise mes graisses, plus je fabrique des corps cétoniques et plus j'ai pas faim. Et c'est-à-dire que les gens qui se réveillent tôt, qui sont actifs, qui travaillent, sont ceux qui résistent le mieux au jeûne, contrairement à ceux qui ne bougent pas, qui dorment et qui ne sont pas actifs dans la vie. C'est ça. Peut-être un petit mot aussi par rapport à ces protéines végétales. C'est vrai que, bon, par exemple, tout ce qui est lentilles et pois chiches, on le trouve beaucoup dans le harira, mais habituellement, ils font partie aussi des repas des Marocains. Un peu moins pendant le mois de Ramadan. Oui, un peu moins, et c'est dommage parce que ce sont des protéines végétales à très haute valeur nutritionnelle. Donc, il faut savoir les préparer parce que ça donne des flatulences. Il faut les mettre 24 heures dans l'eau, les cuisiner en 2 temps, jeter la première eau et puis mettre les condiments sur la deuxième. Il faut savoir que si je mange une protéine végétale avec un produit céréalier durant la même journée, j'ai apporté mes besoins en acides aminés essentiels. Je peux me passer de la viande. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que si on a des lentilles, si on a des pois chiches au repas de la rupture du ftour et qu'on prend du pain, on prend du riz au sahur, j'ai apporté mes apports en acides aminés essentiels. Donc, il faut qu'il y ait leur place. Et puis, il y a un autre aliment qui est énormément consommé durant ce mois et qui est aussi accusé à tort, c'est l'œuf, puisqu'on trouve aujourd'hui à Ramadan l'œuf dans toutes les tables marocaines. Donc, c'est un aliment à petit coût, à faible coût, mais à très forte valeur nutritionnelle, l'œuf. Donc, très riche en protéines de très bonne qualité, puisqu'on va comparer les protéines à l'œuf. C'est une référence en termes de protéines, on trouve surtout ça dans le blanc. Le jaune est très riche en antioxydants et en choline. La choline essentielle pour la mémoire, le cerveau et les antioxydants, les zéantines, très très bonnes pour la prévention cardiovasculaire. Et puis, ils contiennent certaines vitamines et minéraux. Bien entendu, la cuisson de l'œuf est très importante parce qu'il faut que le blanc soit bien cuit et le jaune pas bien cuit. Et donc, un œuf poché, c'est la meilleure manière de consommer l'œuf, plus ou moins à la coque, mais il faut qu'il soit vraiment à la coque. Il ne faut pas le cuisiner jusqu'à ce qu'il devienne très dur, mais plutôt éviter les fritures de l'œuf parce que c'est les modes de cuisson qui les rendent indigestes. Et vraiment, moi, je trouve que c'est un petit aliment, un coût modique, mais à très forte valeur nutritionnelle. Et donc, on trouve souvent dans la table marocaine durant le ramadan, mais malheureusement, on oublie après le ramadan. C'est-à-dire que la consommation de l'œuf baisse énormément chez les foyers marocains après le ramadan. Merci beaucoup d'avoir été là. Docteur Karim Louali, merci infiniment pour cet éclairage. On vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et puis bon ramadan à nos chers téléspectateurs.
également. Un grand merci à toutes et à tous. Très bonne soirée et très bonne suite des programmes sur Média TV.